Pour commencer, nous nous rendrons à Milan, capitale de la mode internationale. C'est l'histoire de l'assassinat de Maurizio Gucci. Gucci, dans le monde du luxe, c'est un nom qui fait rêver la planète depuis 70 ans. Les plus grandes stars s'affichent avec la célèbre griffe. Gucci était l'un des hommes les plus fortunés d'Italie. Il n'a jamais pris un avion de ligne. Il ne voyageait qu'en jet privé. Lorsque l'ultime héritier de la marque a été assassiné à Milan de 4 balles, cela a été un choc pour toute la jet set. Dans ce monde très fermé, vous allez découvrir un univers d'intrigue où les coups fourrés sont légion. Les enquêteurs ont cherché à savoir si Maurizio Gucci s'était fait des ennemis dans le milieu des affaires, de la finance et de l'industrie. Direction Hollywood. À Los Angeles, on est fier de sa réussite et on la montre. Salut, je m'appelle Jasmine Fior. Jasmine Fior est une pro des photos glamour. Son mari est très fier d'elle quand il la filme dans ce document exceptionnel. Ryan Jenkins et Jasmine Fior aiment tous les deux l'argent et la célébrité. La jeune femme est retrouvée sauvagement assassinée. Que lui est-il arrivé? Retour sur une histoire criminelle très hollywoodienne. Enfin, direction la Côte d'Azur et son si précieux joyau, Monaco. Dans la très secrète principauté, un des hommes les plus riches au monde vient d'être assassiné. Edmond Safra valait 6 milliards de dollars. On est chez les super riches, pas les riches, les super riches. Nous vous ferons découvrir l'incroyable histoire de l'un des hommes les plus puissants de Monaco. Pourquoi ce banquier est-il mort dans un immeuble aussi protégé qu'une résidence de chef d'État? Jamais Monsieur Safra et Viviane Torrente n'auraient dû mourir ce jour-là. Jamais. Que s'est-il passé? Voyage à Monaco dans la sphère privilégiée du luxe et de la jet set. Lorsque la police se précipite ce 27 mars 1995 au 20 rue Palestro, au cœur du quartier le plus chic de Milan, elle découvre un corps sans vie. L'homme qui gît sur le sol vient d'être abattu de façon méthodique et précise. 3 balles dans le dos et une dans la tempe. Cet homme est si célèbre que les policiers le reconnaissent tout de suite. Il s'agit de Maurizio Gucci, l'héritier de la marque de luxe la plus célèbre d'Italie. À l'époque, c'était la première marque en Italie. Gucci, c'est l'excellence. Haute couture et accessoires ultra sophistiqués, une griffe portée par les plus grandes stars. Jackie Kennedy, Grace Kelly, Madonna ou encore Tom Cruise. Tous se sont montrés en Gucci, fiers d'arborer la célèbre marque. Mais cette entreprise familiale est l'objet d'âpres disputes entre les actionnaires. C'était une famille très rigoureuse et ils avaient décidé que Maurizio n'était pas à la hauteur pour la développer. Son meurtre à bout portant ressemble à un contrat. Alors qui en voulait au milliardaire milanais? Les enquêteurs ont cherché à savoir si Maurizio Gucci s'était fait des ennemis dans le milieu des affaires, de la finance ou de l'industrie. Car Maurizio Gucci avait des ennemis. Mais lequel l'a fait supprimer? Un concurrent sans scrupules? Un membre de sa famille? La mafia? Qui avait intérêt à assassiner l'héritier de la prestigieuse marque de luxe? N'avoir qu'une rue à traverser pour se rendre de son domicile à son travail, c'est le dernier luxe que s'est offert Maurizio Gucci, l'héritier de la célèbre marque italienne de haute couture. C'est là, dans ce quartier ultra-résidentiel de Milan, entre le cours Venezia et la rue Palestro, que chaque matin, Maurizio Gucci part à pied gagner son pain, ou plutôt son million quotidien. Il ne s'est rendu compte de rien, mais depuis plusieurs semaines, 2 individus guettent dans leur voiture ses moindres allées et venues. Et ce 27 mars 1995, ils vont passer à l'action. Un vent à décorner les bœufs souffle sur Milan. Et lorsqu'à 8h30 précise, le milliardaire franchit le porche de ses bureaux, il n'entend ni l'homme qui s'engouffre derrière lui, ni le cliquetis du pistolet qui l'arme entre ses mains. Soudain, dans les escaliers qui mènent au grand hall de marbre, l'inconnu tire à 3 reprises, abattant à bout portant le dernier descendant des Gucci. Puis il l'achève d'un 4e projectile dans la tempe. Avant de s'enfuir et de disparaître en voiture dans les rues de Milan.
Un coup de maître. Voici la dernière image de Maurizio Gucci. Cette photo a été prise par la police italienne quelques minutes seulement après son assassinat. Le tueur a juste négligé un petit détail. Giovanna Bonomi, qui vit toujours dans l'immeuble, se souvient de ce matin-là. L'inconnu a aussi tenté de tuer notre gardien, Monsieur Onarato. Il était sorti balayer les feuilles mortes sur le perron et quand il est rentré, il est tombé nez à nez avec l'assassin. Ça en faisait un témoin gênant. L'homme a pointé l'arme sur lui et l'a blessé au bras. Le gardien a donc réchappé à la fusillade qui a coûté la vie à Maurizio Gucci. La balle qui lui était destinée n'a fait que lui effleurer l'épaule avant de finir sa course dans le mur. Le marbre porte aujourd'hui encore la trace de l'impact. Et le témoignage de Giuseppe Onarato va s'avérer capital. L'assassin est un homme d'une quarantaine d'années qui portait un blouson en jean et une casquette de baseball. Au 20 rue Palestro, c'est la panique. La police a bouclé l'accès à l'immeuble. Seule Paola Franchi, la compagne du milliardaire, est autorisée à pénétrer dans le hall. La foule, amassée derrière les barrières de sécurité, regarde passer le brancard transportant la dépouille du dernier Gucci. L'Italie est en deuil. Elle vient de perdre l'héritier de la célèbre griffe aux 2 G entrelacés. Maurizio Gucci avait 46 ans. En Italie, comme dans le monde entier, il était extrêmement connu, ne serait-ce que par la marque qu'il représentait. Après le drame, cet immeuble a été filmé pendant des mois et des mois. C'est devenu une adresse tristement célèbre. Héritier de la marque de luxe fondée par son grand-père, Maurizio Gucci trône sur l'une des plus grosses fortunes d'Italie. Pour Pietro Treni, l'un des avocats de l'affaire, rien ne prédestinait pourtant ce petit-fils de maroquinier à se retrouver à la tête d'un tel empire. Maurizio Gucci n'était pas styliste. Il ne devait même pas être capable de dessiner un sac. C'était un industriel, un homme qui s'était lancé dans les affaires par la force des choses. Et il s'est retrouvé roi de cette grande dynastie. À l'époque, c'était la première marque italienne. Une marque qui dépasse vite les frontières du pays et que s'arrachent bientôt les plus grandes stars internationales. Dans les années 50, Jackie Kennedy, Audrey Hepburn ou encore Grace Kelly s'affichent en Gucci. Aujourd'hui, Madonna, Tom Cruise, Jennifer Lopez ou plus près de chez nous, Guillaume Canet portent haut l'emblème des 2 G croisés. Sacs, vêtements, mais aussi ceintures, bijoux et même parfums. La griffe se décline sous toutes les formes dans près de 700 boutiques à travers le monde, pour un chiffre d'affaires qui dépasse les 3 milliards d'euros. Palais à Milan, chalet à Saint-Moritz, appartement avec vue imprenable à New York et yacht surdimensionné ancré à Monaco. Maurizio Gucci vit dans une tour d'ivoire, loin, bien loin des préoccupations de tout un chacun. Maurizio Gucci menait une existence de privilégié. C'est quelqu'un qui n'a jamais pris un avion de ligne. Il ne voyageait qu'en jet privé. Il ne se mélangeait pas aux autres. Avec son voilier extraordinaire de plus de 40 mètres, il passait son temps à sillonner les mers et à faire le tour du monde. C'était un homme très, très riche. Maurizio Gucci dispose aussi d'importantes liquidités. Depuis qu'en 1993, un an avant son assassinat, il a revendu les dernières parts de l'empire familial à des investisseurs arabes. Bilan de l'opération, 140 millions d'euros, auxquels pourront un jour prétendre les 2 filles qu'il a eues avec Patrizia Martinelli-Reggiani, son ex-épouse, mais aussi sa compagne, Paola Franchi, si toutefois elle devient la nouvelle Madame Gucci. Qui alors pouvait bien en vouloir à cet homme retiré des affaires et qui n'avait plus de Gucci que le nom? Quelle signature se cache derrière ces coups de feu sanglants en plein cœur de Milan? Comment les enquêteurs vont-ils remonter la piste du tueur à la casquette de baseball? Grâce au témoignage de Giuseppe Onarato, le gardien de l'immeuble où vient d'être assassiné Maurizio Gucci, les policiers acquièrent la certitude qu'ils ont affaire à au moins 2 individus. L'homme qui a tiré et le conducteur du véhicule dans lequel il s'est enfui.
Les enquêteurs disposent aussi d'un autre indice. 4 douilles retrouvées par terre dans le hall du bâtiment. Elles proviennent de balles de 7,65 fabriquées à Las Vegas et quasi introuvables en Europe, sauf peut-être en Suisse, où Maurizio Gucci vient d'investir dans un projet de casino à Cran-sur-Cière. S'agirait-il d'une affaire de blanchiment d'argent? La piste mafieuse est aussitôt évoquée, mais ça ne tient pas. On a tout de suite compris, vu la façon dont le crime s'est déroulé, qu'on n'avait pas affaire à la mafia. Pour tuer Gucci, le tueur a dû s'y reprendre à 4 fois. Ça prouve qu'il ne s'agissait pas d'un professionnel, mais d'un amateur. Au moment de tirer, il a perdu son sang-froid, il n'avait pas la main sûre. Et puis, un tueur chevronné n'aurait pas laissé de témoins. Le gardien de l'immeuble où Gucci avait ses bureaux a été un personnage essentiel dans la restitution des faits. Une autre piste intéresse aussi les enquêteurs. Elle pourrait être financière. Et elle est prise très au sérieux par maître Giovanni Maria Dedola, l'avocat des Gucci, un ténor du barreau de Milan. Les enquêteurs ont cherché à savoir si Maurizio Gucci s'était fait des ennemis dans le milieu des affaires, de la finance et de l'industrie. Au début, on a pensé à une histoire de contrefaçon, à des concurrents de la marque qui œuvraient au Japon. On se demandait s'il ne pouvait pas s'agir d'un différend lié à un trafic de ce genre. Mais quand Maurizio est mort, il n'était plus propriétaire de la griffe. Il avait tout vendu. Toutes ces pistes sont tombées à l'eau. Mais subitement, une nouvelle piste s'ouvre aux enquêteurs, celle d'un complot familial. Car l'histoire du succès mondial de Gucci, c'est avant tout celle d'une dynastie qui se déchire depuis 3 générations. Secrets de famille, jalousie, haine, coups bas, conflits. Un atavisme qui remonterait à Guccio Gucci, ce grand-père de génie qui a fondé en 1921 la maison de maroquinerie. Intransigeant, pingre et tyrannique, le patriarche n'aimait rien d'autre qu'encourager, dit-on, la compétition entre ses propres fils, histoire d'en faire de vrais hommes. La marque vient d'ouvrir sa première boutique à New York lorsque Guccio Gucci s'éteint en 1953. Les pouvoirs sont répartis entre 2 de ses fils. D'un côté, Aldo et ses 3 enfants héritent de 50% des parts de l'entreprise. De l'autre, Rodolfo et son fils unique Maurizio contrôlent à eux 2 l'autre moitié. Ce déséquilibre réveille les vieilles rancœurs. Entre les 2 clans, la guerre est déclarée. Elle va même s'étendre au sein des fratries. Aldo se brouille avec l'un de ses 3 fils, qui le dénonce au fisc et l'envoie en prison à 82 ans. Lequel fils tente de faire alliance avec son cousin Maurizio, un garçon fragile, mystique et solitaire. Il a perdu sa mère lorsqu'il avait 5 ans et il ne s'entend pas avec son père. Maurizio Gucci était un enfant roi. Il avait des rapports difficiles avec son père, qu'il a longtemps tenu à l'écart de la société. Maurizio n'était pas accepté dans le business familial. Ses oncles, ses cousins, tous le considéraient comme un incapable. C'était une famille très rigoureuse, avec des idées très arrêtées. Et ils avaient décidé que Maurizio n'était pas à la hauteur pour représenter l'entreprise familiale, et encore moins pour la développer. Mais en 1972, la roue tourne pour le vilain petit canard de la famille. Il a 23 ans lorsqu'il s'éprend d'une ravissante italienne aux origines modestes mais à l'ambition démesurée, Patrizia Martinelli Reggiani. À ses côtés, Maurizio reprend confiance. L'amour lui donne des ailes. Patricia savait sentir l'air du temps. Elle avait cette capacité d'interpréter, d'anticiper et même les goûts du public en matière de mode. C'était valorisant pour Maurizio. Je dirais que ça l'a aidé à se libérer de ses carcans. Avec Patricia, il osait enfin affirmer sa personnalité, lui qui était si étouffé par sa famille. Pourtant, la jolie roturière peine à trouver sa place dans le clan Gucci.
Rodolfo, en particulier, le père de Maurizio, la soupçonne d'avoir des visées sur la fortune familiale. Elle n'a jamais été acceptée par les Gucci. Maurizio n'était déjà pas bien vu par toute sa famille. Il l'a été encore moins quand il a épousé Patrizia. Mondaine, exubérante, Patrizia Gucci étale volontiers dans la presse ses rivières de diamants, ses robes sur mesure, ses intérieurs en peau de léopard, sa nouvelle vie de princesse aux côtés d'un mari toujours plus influent. On l'a dit vénale. Sa philosophie, elle l'a confiée ce jour-là sans vergogne à des journalistes de la radio italienne. Mieux vaut pleurer en Rolls-Royce que de rire à bicyclette. Ça, c'est sûr. En 1983, c'est la consécration. À la mort de Rodolfo, Maurizio Gucci se retrouve seul maître à bord de l'entreprise familiale. Il détient désormais la moitié des parts, l'autre moitié restant aux mains de ses 3 cousins qui ne parviennent pas à s'entendre sur la façon de gérer ce fabuleux héritage. Maurizio règne en maître sur l'empire Gucci. Le vilain petit canard a pris sa revanche. Mais une mauvaise surprise l'attend. La société accuse des pertes. L'arrivée de Maurizio est intervenue dans une période où la marque était sur le déclin. Mauvaise gestion, manque de créativité, désintérêt des fils d'Aldo pour cet héritage trop lourd à porter, les comptes de la maison Gucci sont dans le rouge. Maurizio ne parvient pas à redresser la barre. Seule solution, vendre. En 1995, il emboîte le pas de ses cousins en cédant ses parts à des investisseurs du Bahreïn. Il n'y a désormais plus aucun membre de la famille Gucci derrière la marque éponyme. Pour Patrizia Gucci, qui avait tout misé sur Maurizio, la défaite est amère. Patrizia a perdu l'estime qu'elle avait pour lui à partir du moment où la société a commencé à péricliter. Elle lui imputait la faillite de la marque. Au fond, elle était convaincue, elle aussi, que Maurizio était un incapable. Et elle ne se prive pas de le lui dire et de le crier sur tous les toits. Excédé par les humiliations de son épouse, Maurizio Gucci quitte le foyer un beau matin sans crier gare. Patrizia ne reçoit plus d'autres nouvelles qu'à travers la confortable pension alimentaire de 50 000 € qu'il verse chaque mois à leurs 2 filles. Patrizia aimait toujours Maurizio. Elle a très mal vécu cette séparation. Elle a refusé le divorce. Mais après 10 ans de procédure, les avocats de Maurizio Gucci finissent par avoir gain de cause. Le 19 novembre 1994, 4 mois seulement avant l'assassinat du milliardaire, le divorce du couple le plus hype d'Italie est prononcé. Patrizia Gucci redevient Patrizia Martinelli Reggiani et touche bien moins que ce qu'elle espérait. 3 500 000 € d'indemnité. Entre-temps, le milliardaire a refait sa vie avec Paola Franchi, une jeune décoratrice aussi blonde et discrète que son ex-épouse était brune et exubérante. Il n'y a aucune ombre au tableau. Il est même question d'officialisation. Rien dans la sphère privée du milliardaire n'alimente l'hypothèse d'une vengeance familiale, même si la froideur, le détachement de Patrizia Martinelli Reggiani, le jour de l'enterrement, dérange les enquêteurs. Son comportement n'échappe pas à la presse. Pour les médias, elle devient la veuve noire. Plusieurs semaines après l'exécution sommaire de la rue Palestro, les policiers italiens ne tiennent toujours pas le moindre début de piste. Alors, qui a tué Maurizio Gucci? Pourquoi cet homme sans histoire a-t-il été froidement abattu? Quel contrat le milliardaire avait-il sur la tête? Et quel rebondissement va permettre aux enquêteurs de remonter la piste du tueur à la casquette de baseball? En Italie, l'affaire du meurtre de Maurizio Gucci piétine depuis 2 ans, lorsqu'un rebondissement inespéré à peine croyable vient relancer l'enquête. Le 8 janvier 1997, un témoin providentiel se manifeste auprès de la police de Milan. C'est un commerçant de la ville. Il prétend avoir des révélations à faire sur le meurtre Gucci. Par hasard, il a recueilli les confidences du veilleur de nuit d'un hôtel du centre, un certain Ivano Savioni.
Au cours de leur conversation, l'homme s'est vanté d'avoir organisé l'assassinat du milliardaire. Si le veilleur de nuit de cet hôtel n'avait pas parlé, les meurtriers courraient encore. Les aveux spontanés de l'informateur sont pris très au sérieux par les enquêteurs italiens. Ils placent aussitôt le veilleur de nuit sur écoute et organisent des filatures. Très vite, ils parviennent à déterminer que Savioni, le veilleur de nuit, compose principalement 2 numéros de téléphone, ceux de Benedetto Cerealo et d'Orazio Cicala. L'un d'eux est peut-être le tueur à la casquette de baseball. Savioni passe aussi beaucoup de temps au téléphone avec une certaine Pina. Ils se connaissent très bien. Ils sont de la même famille. Mais en se penchant sur le profil de cette mystérieuse interlocutrice, les enquêteurs découvrent que Pina n'est autre que Giuseppina Auriemma, la meilleure amie de Patrizia Martinelli Reggiani, autrement dit Patrizia Gucci, l'ex-Madame Gucci. La milliardaire aurait-elle joué un rôle dans ce crime qui tient en haleine toute l'Italie depuis maintenant 2 ans? Quelle raison, avec 50 000 € de pension alimentaire par mois, aurait-elle eu de tuer la poule aux œufs d'or? Et que vient faire sa meilleure amie dans cette affaire? Pour comprendre le lien qui unit Pina Auriemma et Patrizia Martinelli Reggiani, il faut remonter 23 ans auparavant. Pina Auriemma est alors une intime de Maurizio Gucci. Pina était la voyante de Maurizio. Il consultait beaucoup de voyantes. Il était très attiré par les sciences occultes, les phénomènes paranormaux, le tarot. Ça le fascinait. C'est vraiment un point commun qu'ils avaient avec Patrizia. Tous les deux adoraient se faire tirer les cartes. Entre Pina et Patrizia, l'entente est immédiate. Les 2 femmes partagent une même passion pour la mode et l'ésotérisme. Mais elles ont surtout un point commun. Elles viennent du même milieu et elles rêvent d'en sortir. La jet-set les fascine, l'argent est leur moteur. Il faut dire que Pina a une qualité essentielle aux yeux de Patrizia. Elle la vénère. Pina donnerait tout pour goûter de cette vie-là encore longtemps, et son dévouement va payer. Patrizia gardait Pina auprès d'elle pour pouvoir l'utiliser selon les circonstances. Elle était à la fois sa dame de compagnie, sa secrétaire particulière et sa confidente. Elle la maintenait dans une position de domination. Pina, de son côté, aurait fait n'importe quoi pour appartenir à ce monde. En réalisant les désirs de Patrizia, elle vivait cette vie-là par procuration. Pina était peut-être la seule véritable amie de Patrizia, qui avait un caractère très dur et d'énormes difficultés relationnelles. Elle avait du mal à se faire des amis. Pina et elle étaient comme des sœurs. En 1984, la séparation du couple les rapproche encore. Avec Pina, elle dénigre Maurizio et s'en donne à cœur joie. Patrizia n'admet pas son éviction de ce monde de rêve. Au fond, elle n'a qu'une hantise, que Maurizio se remarie. Tous les regards, sans compter la moitié de sa fortune, évaluée à l'époque à 120 millions d'euros, iraient alors à sa nouvelle épouse, Paola Franchi. Elle ne va alors plus avoir qu'une idée fixe, le supprimer. Patricia voulait tellement la mort de son ex-mari qu'elle s'était renseignée auprès de plusieurs avocats. Elle voulait savoir combien d'années de prison elle risquait si elle le faisait liquider. Une anecdote qui fait sourire Maître Dedola, l'avocat de la milliardaire. C'est sa façon de s'exprimer. Patrizia Gucci est comme ça, tout en emphase. Elle exagère, elle s'emporte. C'est vrai qu'elle ne perdait jamais une occasion, que ce soit en public ou dans l'intimité, de clamer qu'elle voulait la mort de son mari, de se plaindre du mal qu'il lui faisait. Mais c'était des paroles en l'air. Je n'accorde aucun crédit à ces propos. Quand on veut tuer quelqu'un, on ne le crie pas sur les toits. Seulement voilà,
Patrizia ne se contente pas de formuler des menaces. Elle demande à Pina de lui trouver un tueur à gages, à la clé 80 000 €. En s'adressant à Savioni, le portier de l'hôtel, Pina sait qu'elle frappe à la bonne porte. Il est couvert de dettes. L'argent est dans l'enveloppe. C'est Patrizia Martinelli Reggiani en personne qui l'a retiré de son compte bancaire monégasque. Marché conclu. Tout se passe exactement comme Patrizia l'a imaginé, à un détail près. Une fois l'argent en poche, Pina et Savioni ont décidé de ne pas aller plus loin. Mais Patrizia ne compte pas en rester là. Elle a payé, elle veut un résultat. Et pour ça, elle est même prête à verser une rallonge de 10 000 €. Un rendez-vous est organisé dans un restaurant chic de Milan. Patrizia, Pina et Savioni tombent d'accord. C'était vraiment de pauvres gens, prêts à commettre un crime pour 3 fois rien. Ils étaient pauvres au point d'ignorer jusqu'à la valeur de la vie humaine. C'est aussi à ça qu'on a vu que c'était des amateurs. Des professionnels auraient exigé beaucoup plus pour tuer quelqu'un comme Gucci, avec le patrimoine que possédait sa famille. Ce sont de petits hommes qui ont voulu jouer aux grands criminels. Cette fois, Savioni n'a plus le choix. Il doit s'exécuter. Il parvient à convaincre 2 hommes de main de la pègre sicilienne, Benedetto Cerealo, 39 ans, le tueur, et Orazio Cicala, la cinquantaine bien tassée. Un ancien pizzaiolo, physique à la Louis de Funès. C'est lui qui sera le chauffeur. Le 27 mars 1995 au matin, il planque rue Palestro depuis une bonne demi-heure, lorsque Maurizio Gucci apparaît à l'angle du cours Venezia. Équipé d'une vieille arme, Cerealo sort discrètement du véhicule et emboîte le pas du milliardaire au moment où il franchit le porche de son bureau, avant de lui tirer dessus à 4 reprises. C'est la fin de la saga des Gucci. Pourquoi Patrizia Martinelli Reggiani a-t-elle fait assassiner son ex-mari? Et quels indices vont enfin permettre aux policiers italiens de le prouver? Lorsqu'ils viennent interpeller l'ex-épouse de Maurizio Gucci 2 ans après, le 31 janvier 1997, une nouvelle surprise attend les policiers milanais. Patrizia Martinelli Reggiani a déménagé. Elle vit désormais au 38 rue Venezia, chez son ex-mari. Quelques heures après le crime, Patrizia a déboulé sans crier gare dans l'appartement de Maurizio. Et elle a délogé Paola Franchi. Elle était jalouse. C'était une façon de dire à sa rivale « J'ai gagné, maintenant tu dégages ». Et ce n'est pas tout. Dans son agenda, les enquêteurs découvrent qu'à la date du 27 mars 1995, le jour du crime, Patrizia Martinelli Reggiani a aussi noté ce mot. Paradeisos. Paradis en grec. Pour les enquêteurs et le ministère public, il est apparu évident qu'elle considérait la mort de son ex-mari comme une délivrance. Ce n'était pas vraiment une preuve à proprement parler. Quand on déteste son mari et qu'il meurt, c'est normal qu'on s'en réjouisse. Mais c'est un ensemble d'indices qui témoignaient de la personnalité de Patrizia. Il n'était pas absurde de penser qu'une femme aussi froide, aussi cynique, était parfaitement capable d'avoir fait assassiner son ex-mari. Patrizia Martinelli Reggiani est aussitôt arrêtée et incarcérée à la prison San Vittore de Milan. Le procès de la bande des 5 s'ouvre à la cour d'assises le 19 mai 1998, 3 ans après les faits. Avec une question, la milliardaire a-t-elle oui ou non commandité le meurtre de son ex-mari?
Sur le banc des accusés, les 5 complices présumés, avec au centre l'ex-épouse de l'héritier de l'empire du luxe Maurizio Gucci. Et dans la salle, les 2 filles nées de son union avec cet homme qu'elle est aujourd'hui soupçonnée d'avoir fait supprimer. Le mobile n'est pas clair. On ne sait pas vraiment si Patrizia a fait assassiner son ex-mari par jalousie ou pour l'argent. Une chose est sûre, il lui était impossible d'avouer. Avouer, ça signifiait dire à ses filles qu'elle avait tué leur père. Elle ne l'a jamais fait et ça a été sa plus grande souffrance. À l'issue de 6 semaines d'audience, le verdict tombe. Patrizia Martinelli Reggiani est reconnu comme étant le commanditaire de l'assassinat de Maurizio Gucci. La peine est lourde, 29 ans de réclusion criminelle. Autant que pour le chauffeur Orazio Cicala. La voyante de la milliardaire, Giuseppina, est condamnée à 26 années. Le veilleur de nuit, Savioni, à 25 ans. Et enfin, Cerealo, le tueur, à la perpétuité. Depuis 2011, il n'est pas rare de croiser Patrizia en journée dans les rues de Milan. 14 ans après les faits, elle bénéficie de ses premières heures de liberté conditionnelle. Le soir, elle rentre dormir dans sa cellule de la prison San Vittore. Alessandra et Allegra, les filles qu'elle a eues avec Maurizio, ont appris à vivre sans leurs parents. L'une vient de lancer sa propre griffe en Suisse. L'autre vit de ses rentes grâce notamment au duplex que leur père avait acheté dans les années 70 au sommet de l'Olympic Tower à New York, avec vue imprenable sur l'Empire State Building. Signe d'un passé heureux pour cette famille qui a sombré dans la tragédie. Los Angeles, Californie. À quelques encablures d'Hollywood, il est 17 h lorsque les services de police reçoivent un appel d'urgence. Un homme affolé déclare que sa femme a disparu depuis la veille. C'est le début d'une effroyable histoire. En 23 ans de carrière, je n'avais jamais vu de telles atrocités sur un corps humain. L'homme au téléphone n'est pas n'importe qui. Il s'appelle Ryan Jenkins, une star de la télé-réalité américaine. Il vient de triompher dans des émissions comme Meghan cherche un millionnaire ou J'aime l'argent. Des émissions de télé-réalité clinquantes qui mettent en scène le monde secret des riches. Il adorait le sexe. Il vivait dans un monde de fêtes où il faut être riche et célèbre. Dans cet univers, il a le coup de foudre pour une créature sculpturale, Jasmine Fior. Salut, je m'appelle Jasmine Fior. Ces deux-là voulaient être riches et célèbres. Que s'est-il passé au fond de cette ruelle isolée? Ici, en Californie, on a souvent affaire à des meurtres, mais on n'avait jamais vu ce qu'on a découvert. Que vont découvrir les policiers? Voyage au cœur de la Cité des Anges, celle de Ryan Jenkins et de Jasmine Fior, dans un monde aussi impitoyable que fascinant. Il fait une chaleur épouvantable ce 14 août 2009 à Buena Park, sur la côte ouest des États-Unis. Los Angeles n'est qu'à 30 km, mais l'air marin n'arrive pas jusque-là. Le cadavre qui se trouve à l'arrière de cette voiture commence à dégager une odeur nauséabonde. Il est grand temps de s'en débarrasser. Et l'homme au volant va devoir faire vite pour ne pas se faire repérer. Car des Mercedes blanches dans cette banlieue modeste, on n'en voit pas beaucoup. Franklin Street. Cette ruelle étroite, bordée de petites résidences, pourrait peut-être faire l'affaire. Il est 15 h. Elle est déserte. La berline s'engage dans le cul-de-sac et par chance, il y a ce renfoncement sur la droite, entre deux immeubles. Et tout au fond, une benne à ordures. Sans même éteindre le moteur, le conducteur descend, sort la petite valise qui sent si mauvais et s'en débarrasse froidement.
avant de redémarrer et de filer vers la Cité des Anges. Le lendemain, samedi 15 août 2009, c'est Frank Di Stefano, le gardien de la résidence, qui va faire la sordide découverte. À 7 h du matin, il est réveillé par un habitant du quartier qui lui demande de l'aider à bouger une poubelle plus lourde que d'habitude. Je suis arrivé ici, j'ai vu la valise et je l'ai ouverte. Et là, j'ai vu un corps à l'intérieur. J'ai cru que c'était un enfant ou peut-être une petite femme. La valise était minuscule, de cette taille-là environ. Ma première réaction, ça a été d'appeler la police. Et j'ai prévenu ensuite tous les résidents pour qu'ils fassent attention à leurs enfants. Elle était morte, ça ne faisait aucun doute. Les détectives de la police de Buena Park arrivent en force sur les lieux. Juste à temps pour sécuriser la scène de crime car l'information n'a pas échappé aux journalistes. Presse écrite, radio et télévision, ils sont bientôt des dizaines à couvrir l'événement. Tout le monde a les yeux rivés sur la petite valise, que les spécialistes de la police scientifique sortent maintenant de la benne à ordures. Et voici ce qu'ils découvrent. Un corps de femme recroquevillé, entièrement nu. Une vision d'épouvante, même pour ces policiers pourtant aguerris aux scènes les plus dures. Qui est la victime? D'où vient-elle? Comment est-elle arrivée là, dans cette décharge à 30 km de Los Angeles? Qui a pu commettre un acte aussi barbare? Autant de questions auxquelles vont devoir répondre les détectives Greg Belton et Sergio Lepe de la police de Buena Park, qui sont aussitôt chargés de l'enquête. Elle avait le visage tuméfié et couvert de bleu. Elle avait pris des coups. Vous voyez les boursouflures, là? Elle a été battue. Sévèrement. Le détective Pelton manque de mots pour décrire l'indicible, car la victime a été plus que battue, elle a été massacrée. Son visage est méconnaissable. Les photos insoutenables prises par la police le jour de la découverte témoignent de l'extrême violence avec laquelle l'assassin s'est acharné sur elle. Là, c'est sa bouche. Regardez, elle n'a plus de dents. Elles ont été arrachées à la racine. Toutes les dents. Autre détail sordide, la victime n'a plus de doigts. Ils ont été sectionnés. Des tas de gens qui regardent des films à la télévision ou au cinéma pensent qu'en coupant les doigts, on supprime les empreintes digitales et qu'en arrachant les dents, on empêche l'identification de la victime par son schéma dentaire. C'est exactement ce qu'a dû se dire l'assassin. D'une, qu'elle ne serait pas identifiée, et de deux, le temps qu'elle le soit, il serait déjà loin. Il n'a pas tout à fait tort de le penser. Ce samedi 15 août 2009, à Buena Park, à part Greg Pelton et Sergio Lepe, il n'y a personne dans les bureaux. Mais les deux enquêteurs vont remuer ciel et terre pour mettre un nom sur ce visage avant la fin du week-end. Un monstre est en liberté, il n'y a pas une minute à perdre. Le médecin légiste du comté d'Orange, Mitchell Seagal, est réquisitionné. Pour lui aussi, c'est un choc. En 23 ans de métier, il n'a jamais vu ça. Je n'arrive toujours pas à admettre qu'on puisse faire ça à un être humain. Je me demande toujours ce qui peut pousser à de tels extrêmes. À faire du mal à ce point à quelqu'un, c'est très choquant. La victime a été frappée, puis étranglée avant d'être mutilée. L'assassin a supprimé tout ce qui pouvait, selon lui, permettre son identification. Mais il a oublié un petit détail. On a cherché à savoir si elle avait pu subir des interventions chirurgicales. Et on a découvert qu'elle avait des implants mammaires. Voici une prothèse du même type que les siennes. Ce que l'on a pu faire, regardez, chaque prothèse comporte un numéro de série bien précis. Grâce à ce numéro, nous avons pu remonter aux fabricants qui les avaient conçus, puis aux chirurgiens qui les avaient commandés.
Et de là, à la patiente chez qui elles avaient été implantées. L'assassin était certainement loin d'imaginer qu'avec sa poitrine siliconée, sa proie cachait en elle une véritable carte d'identité. Il n'aura fallu que 3 jours à la police de Buena Park pour identifier le cadavre édenté et amputé de la valise grise. Il s'agit de Jasmine Lepore, plus connue sous le nom de Jasmine Fior, une sulfureuse playmate de 28 ans domiciliée à Los Angeles. Rapidement, les enquêteurs localisent ses proches. Ils parviennent à dresser le portrait de cette jeune Californienne comme tant d'autres avides de gloire et de dollars. Jasmine Fior vit de ses charmes en posant pour des calendriers sexy, des publicités pour des chats adultes et des lignes de maillots de bain. Salut, je suis Jasmine Fior. Aujourd'hui, je fais une séance photo avec Rob et Leslie. J'espère que vous aimerez. Elle a quitté sa ville natale Santa Cruz à l'adolescence pour tenter sa chance à Las Vegas, la ville du jeu, où le soir, elle danse pour la clientèle fortunée des casinos. Pour décrocher le gros lot, elle mise avant tout sur son physique. La voici à l'œuvre filmée par des amis. Je ne dirais pas que c'était une prostituée, Non, elle ne se prostituait pas. mais elle se disait escort girl, et c'est aussi comme ça que ses amis la présentaient. Elle était payée pour escorter des hommes. Pour les accompagner. Est-ce que ça supposait avoir des relations sexuelles avec eux? Ça, nous n'en savons rien. On n'en sait rien. Une chose est sûre, Jasmine Fior court après l'argent et les hommes qui en ont. Elle n'a qu'une idée en tête, dénicher le milliardaire qui saura faire d'elle une femme comblée. Un travail à plein temps. Soirée people, cocktail branché, toutes les occasions sont bonnes pour se faire voir et atteindre la gloire. Son ex était un homme d'affaires brillant là-bas, à Las Vegas. Avant ça, elle était déjà avec un homme très riche, probablement millionnaire. Il était plein de fric. Elle avait l'habitude de ce style de vie et visiblement, elle aimait ça. Et quand elle flaire un bon parti, Jasmine n'hésite pas à se faire passer la bague au doigt. Le 18 mars 2009, elle se marie à Little Whitechapel avec Ryan Alexander Jenkins, un jeune Canadien qu'elle a rencontré la veille dans un bar de Las Vegas. Il faut dire qu'il a tout pour lui. Il est jeune, beau et surtout très riche. Pour Jasmine, c'est le jackpot. C'est lui qui la filme sur ses images prises quelques jours à peine après leur rencontre. God, I love my life. And I love my wife. Love you, babe. Luckiest guy in the world. L'histoire fait la une de tous les journaux. À l'Orange County Register, Peter Larsen n'a raté aucun épisode de ce conte de fées. Il y a des hommes qui sont attirés par un certain type de femme. Elle, c'était sûrement son genre. Elle était blonde, avec des faux seins énormes. Elle était flashy. C'était le genre de fille qui aimait faire la fête, boire des coups, claquer du fric. Lui, il n'était pas vraiment connu. Il commençait juste à avoir une petite renommée. Il participait à une émission de télé-réalité. Et il venait d'enregistrer un deuxième programme du même genre. C'était un people. Ryan Jenkins est l'un des candidats supposés millionnaires censés séduire Meghan dans l'émission Meghan cherche un millionnaire diffusée sur la chaîne américaine VH1. Une sorte de Greg le millionnaire au féminin où une brochette de jeunes fils de bonne famille se disputent les faveurs d'une jolie blonde vénale. Aux États-Unis, le programme fait un carton. Ryan Jenkins ne sera pas l'heureux élu, mais son charisme a séduit les producteurs. Dans la foulée, il lui propose d'enregistrer une deuxième télé-réalité. J'aime l'argent, dont la diffusion est prévue sur la même chaîne. Il y a 250 000 € à la clé. Et cette fois, c'est lui qui l'emporte. À la fin de l'enregistrement, quelques semaines après leur mariage éclair, il emménage avec Jasmine à Los Angeles dans un luxueux penthouse.
Et le 13 août 2009, il l'emmène en lune de miel à San Diego, où il est invité à participer à un tournoi de poker des célébrités. Pour elle, il sort le grand jeu. Il réserve une chambre à l'auberge Del Mar, un palace avec vue panoramique sur le Pacifique. Les voici qui arrivent à leur hôtel à bord de la Mercedes blanche de Jasmine, comme en attestent ces images filmées par les caméras de surveillance. Il est 15h50 ce jeudi 13 août 2009. C'est Ryan Jenkins qui procède à l'enregistrement, avant qu'un employé les conduise à leur chambre. La 151, au rez-de-chaussée. Ils n'en ressortent que 3 heures plus tard, à 18h25. Sur l'heure 31, fin prêt pour le grand tournoi des célébrités qui se tient dans un autre hôtel à 2 km de là. C'est la dernière image de la jolie Playmate. On ne la reverra jamais. 2 jours plus tard, le samedi 15 août 2009, son corps atrocement mutilé est retrouvé dans la banlieue de Los Angeles. Et son mari, inquiet de son silence, signale sa disparition à la police. Qu'est-il arrivé à la plantureuse jeune fille? Allait-elle retrouver un amant? Avait-elle rendez-vous avec un client? Qui a-t-elle bien pu croiser sur sa route pour finir au fond d'une poubelle? Et pourquoi tant de précautions pour éviter son identification? Les policiers de Buena Park sur la côte ouest des États-Unis sont sur les dents. Après avoir identifié en un temps record Jasmine Fior, le cadavre de la valise, ils cherchent à présent à cerner sa vie. Et grâce aux témoignages de ses proches, ils vont s'apercevoir que son mariage en particulier est un véritable fiasco. Quelques semaines après avoir épousé Ryan Jenkins à Las Vegas, la jolie Playmate découvre qu'il lui a menti. Elle a réalisé qu'il n'était pas millionnaire. Ils avaient du mal à régler les factures. Entre le crédit de la voiture et le loyer, rien que le loyer était de 4 000 $ par mois. En fait, il n'avait pas un rond. C'est son père qui lui payait tout. Il l'appelait tout le temps pour lui demander de l'argent. À 32 ans, Ryan Jenkins n'est en fait qu'un fils à papa qui n'a rien fait de sa vie. Et Jasmine n'est pas au bout de ses déceptions, car le Canadien se montre aussi infidèle. Après l'enregistrement de l'émission, l'héroïne principale, Megan, a repris contact avec Ryan. Et une des amies de Jasmine les a surpris en train de faire l'amour. Jasmine l'a su. Ça a tout fichu en l'air. Las de ses frasques, Jasmine part en week-end au Mexique avec un de ses ex, Robert Assman. Lorsque Ryan Jenkins l'apprend, il est bloqué sur le tournage de sa deuxième émission, J'aime l'argent. Et là, quand il revient, il fait tout pour sauver son couple. Sa femme, il l'avait dans la peau. Il était totalement fou d'elle. Il va tout mettre en œuvre pour la reconquérir. Et visiblement, ça va marcher, puisqu'ils réemménagent ensemble juste quelques jours après. Ce 13 août 2009, lorsqu'il l'emmène à San Diego, c'est avant tout pour repartir d'un bon pied. Mais le week-end de rêve va tourner au cauchemar. Quelques minutes après ces images, la soirée va déraper. Pendant qu'il jouait au poker, elle était là et elle envoyait des textos à son ex, celui avec qui elle était partie en vacances au Mexique un mois plus tôt. Elle lui disait qu'elle en avait marre de cette relation. « Envoie-moi ton avion et viens me chercher. Je suis prête à revenir. » C'était le genre de message qu'elle lui envoyait. Au bout d'un moment, le ton a commencé à monter entre eux. Il s'est mis en colère. Ils se sont disputés devant tout le monde. Après ça, les gens de la sécurité se souviennent de les avoir vus prendre leur voiture. Il était environ 2h30 quand ils ont quitté le parking de l'hôtel avec la Mercedes blanche de Jasmine. Et c'est lui qui conduisait. Que s'est-il passé ensuite? Où sont-ils allés? Jasmine ne l'aurait-elle pas finalement quitté pour rejoindre son ex?
Comment les policiers de Buena Park vont-ils parvenir à remonter la piste du monstre? Il est à présent 4h38 du matin, ce vendredi 14 août 2009. À San Diego, cela fait exactement 2 heures que Jasmine Fior et Ryan Jenkins ont quitté l'hôtel où se tenait le tournoi de poker. Et personne ne les a revus depuis. Personne, sauf les caméras de surveillance de l'hôtel où ils sont descendus. Et vous allez voir comment, grâce à ces images, les policiers vont parvenir à dérouler le scénario du drame heure par heure. Elles sont diffusées ici pour la première fois, un document exceptionnel. Voici Ryan Jenkins qui rentre à l'auberge Del Mar. Il est 4h38 du matin et il est seul. On le voit tout seul et on le voit courir. Il ne marche pas, il court. Elle, on ne la reverra plus. Et pourtant, Jasmine est bien là. Comment les policiers vont-ils le comprendre? Regardez ces images. Il est maintenant 5h30 du matin. Cela fait un peu moins d'une demi-heure que Ryan Jenkins est rentré à l'hôtel. Il tient dans la main droite le combiné du téléphone de la chambre et il le cache au-dessus d'une armoire dans le couloir de l'hôtel. Pourquoi emporte-t-il le combiné du téléphone s'il est seul? Cela signifie que non seulement elle est dans la chambre, mais qu'elle est en vie à ce moment-là. Il voulait être sûr qu'elle n'appellerait pas la police. Une chose est sûre, Ryan Jenkins a battu Jasmine. C'est ce qui s'est passé pendant les 2 heures où, dans la Mercedes blanche, on perd la trace du couple. Et si on n'aperçoit pas la jeune femme sur les images de vidéosurveillance, c'est que Ryan Jenkins l'a fait entrer par l'issue de secours, qui se trouve à l'arrière de l'hôtel, juste à côté de leur chambre, un endroit où il n'y a pas de caméra. C'est pour ça qu'on le voit courir. Pour vite aller ouvrir cette porte depuis l'intérieur avant que quelqu'un ne la voie. Il l'a tellement battue qu'elle n'a pas la force de lui échapper. Une fois dans le couloir, il ouvre l'issue de secours et tire sa femme à l'intérieur. Et lorsqu'il ressort une demi-heure plus tard avec le combiné de téléphone sur lui, c'est pour aller chercher des glaçons, car dans la main gauche, il tient un seau à glace vide. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de glaçons? Je suppose pour soulager ses blessures et lui dire « Chérie, pardonne-moi, je t'ai frappé, je ne recommencerai pas, je t'aime ». Effectivement, 3 minutes plus tard, à 5h06, on voit revenir Ryan Jenkins avec son seau de glaçons plein. Il a encore l'espoir de sauver sa femme et de se faire pardonner. Mais ça ne tourne pas comme il l'avait imaginé. Elle a dû lui dire un truc du genre « C'est ça, ouais, je te préviens, c'est la dernière fois que tu me frappes ». Quand il a vu qu'il n'arriverait pas à la convaincre, il a flippé et il l'a tuée. 1h30 plus tard, Ryan Jenkins a les bras chargés de vêtements. Il les a sortis de sa valise et il va aller les jeter en vrac dans le coffre de la Mercedes. À 6h24, regardez, il réalise qu'il a un corps sur les bras et qu'il faut qu'il le sorte de cette chambre. Il ne va pas pouvoir le passer par la réception. Alors il cherche quelque chose pour pouvoir le transporter et il se dit « J'ai ma valise ». C'est pour ça qu'il a ses affaires dans les bras. Donc à 6h24, elle était morte. Ryan Jenkins a-t-il mutilé sa femme dans la chambre? Pourquoi les employés de l'hôtel n'ont-ils alors pas trouvé de traces de sang? Notre théorie, c'est qu'il l'a tuée dans la chambre. Ensuite, il l'a probablement mise dans la baignoire pour lui couper les doigts sous l'eau courante. Et il lui a arraché les dents de la même manière. Il ne lui reste plus qu'à faire sortir discrètement la valise qui contient le corps de sa femme par l'issue de secours. Vendredi 14 août 2009 à 9h20 du matin, Ryan Jenkins règle sa note et quitte définitivement l'auberge Del Mar. Il reprend la route de Los Angeles au volant de la Mercedes ensanglantée de sa femme. Sur la banquette arrière, la valise où il a enfermé son corps supplicié. À ce moment précis, il a juste besoin de se débarrasser du corps. Ça fait déjà un moment qu'il le trimballe. Si vous aviez un corps dans votre voiture, vous seriez certainement pressé de vous en défaire. Alors il sort de l'autoroute et il trouve un petit lotissement. Il aperçoit une grosse benne à ordures. C'est là qu'il jette le corps. Il est 15 heures. Ryan Jenkins a tourné pendant plus de 6 heures pour trouver une dernière demeure à sa femme. C'est bizarre.
Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas laissé quelque part à San Diego? Peut-être qu'il s'est dit qu'il valait mieux faire ça loin de l'hôtel, qu'on ne ferait pas de lien avec lui. Il espérait sans doute que les éboueurs ramasseraient la benne et l'emmèneraient à la décharge, sans que personne ne s'aperçoive de rien. Comment Ryan Jenkins va-t-il à présent réussir à se débarrasser de la voiture peu discrète de sa femme? Comment va-t-il brouiller les pistes et réussir à faire croire à tout le monde que Jasmine est toujours vivante? Quel scénario machiavélique va-t-il mettre en place pour échapper à la police? Et quel petit détail va finalement le perdre? Après avoir froidement jeté le corps de sa femme dans une benne à ordures de la banlieue de Los Angeles, ce vendredi 14 août 2009, Ryan Jenkins doit à présent se débarrasser de sa Mercedes blanche. Il va l'abandonner sur le parking de ce supermarché, à moins de 2 km de leur appartement. Il savait qu'il y avait du sang à l'intérieur. Il savait que ce serait une preuve. C'est ce qui explique pourquoi il rentre chez lui à pied, comme en témoignent ces nouvelles images prises cette fois par les caméras de son parking. Enfermé chez lui, Ryan Jenkins va mettre à profit son week-end pour réfléchir à la suite et se forger un alibi. Il reste convaincu que le corps de Jasmine ne sera jamais identifié. Mais il va lui falloir gérer l'inquiétude de ses proches. Et dès le lendemain samedi, les SMS affluent sur son portable et sur celui de sa femme. Alors, il prend les devants et prétend qu'il la cherche lui aussi. Salut Lacey, c'est Ryan. Est-ce que Jazz est avec toi? Je n'arrive pas à la joindre. Ses proches redoutent le pire. Ils le pressent d'appeler la police. Et si jamais on l'a retrouvée dans un fossé, elle peut très bien avoir été kidnappée ou avoir eu un grave accident. Si tu n'appelles pas la police, c'est moi qui vais le faire. Ryan Jenkins hésite. Tu crois pas que c'est un peu dingue d'appeler les flics? Elle m'a déjà fait le coup. Je pense qu'il vaut mieux attendre jusqu'à demain après-midi. Mais face aux pressions de ses amis, le Canadien va finir par céder. Ok, j'y vais. Ils sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il se crée un alibi. Il essaie de faire croire qu'il est innocent. Les gens qui tuent leur femme ou un proche se disent « Je vais aller déclarer sa disparition, comme ça, ils ne me soupçonneront pas. Si c'est moi qui prends les devants, ça prouvera que je me fais du souci et que je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé. » C'est pas ce que vous feriez, vous? Non. Ryan Jenkins peut donc dormir sur ses deux oreilles. Il reste persuadé que dans la décharge de Buena Park, le corps de sa femme n'est pas près d'être découvert. Et s'il l'était, personne ne serait de toute façon capable de l'identifier. Mais il a oublié ce petit détail. Ses prothèses mammaires comportent un numéro de série. Ces données vont parler. Dès que les policiers savent qui est la femme dans la poubelle, c'est vraiment à lui qu'ils veulent parler. Les détectives de Los Angeles qui ont pris sa déposition ont réussi à le joindre par téléphone. Mais il leur a dit qu'il était en route pour le Canada où il avait des choses à régler. Et quand on a voulu l'appeler à notre tour, il ne décrochait plus. Dès l'instant où il a su qu'on avait identifié le corps et qu'on le cherchait, il a pris la fuite. C'était devenu un fugitif. Le mercredi 19 août 2009, 4 jours après la découverte du corps de Jasmine Fior, la star de la télé-réalité devient l'homme le plus recherché des États-Unis. Son téléphone est mis sur écoute, sa photo fait la une de tous les médias. Face aux journalistes, Robert Assmann, l'ex de Jasmine, peine à contenir sa colère. Ryan Jenkins est un animal. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il a fait à Jasmine. Le jeudi 20 août 2009, un mandat d'arrêt est émis à l'encontre de la star déchue. Rapidement, plusieurs témoignages permettent de localiser sa BMW tractant un hors-bord dans la marina de Point Roberts, à 1500 km au nord de Los Angeles, près de la frontière canadienne. C'est là que les policiers perdent sa trace. Il est probablement parti au Canada pour échapper à la peine de mort. Cette chasse à l'homme aura tenu en haleine toute l'Amérique 3 jours durant.
Le dimanche 23 août 2009, le manager d'un motel de Hope au Canada, à 100 km de la frontière, découvre le corps sans vie d'un client dans sa chambre. L'homme s'est pendu au porte-manteau avec sa ceinture. Lorsque les policiers canadiens arrivent, ils reconnaissent immédiatement Ryan Jenkins. Le fugitif était arrivé sous une autre identité le jeudi 20 août au soir, quelques heures après que les enquêteurs américains aient perdu sa trace à la frontière. Sa photo était partout. L'affaire était si médiatique à cause du sexe, de l'argent, de la télé, de la célébrité. Ça devenait très compliqué pour lui de sortir à visage découvert et même de se cacher. Et peut-être que dans la solitude de son petit hôtel miteux, il a réalisé qu'il n'avait pas de porte de sortie et il a décidé de se pendre. Sur le lit, les enquêteurs canadiens trouvent son ordinateur avec ce mot qu'il a tapé avant de mettre fin à ses jours. Je suis sûr que tout le monde pense que je suis un monstre après ce qu'on a entendu aux infos. Il faut que je vous dise, Jasmine était en fait 100 fois plus monstrueuse que je ne pourrais jamais l'être. Je ne suis recherché que pour avoir aimé. Et il termine en disant qu'il est désolé d'avoir fait du mal et d'avoir fui ses responsabilités. Donc il avoue. Il dit qu'il est désolé d'avoir fui ses responsabilités. Vous l'interprétez comme vous voulez. À l'annonce de la nouvelle, la 3e saison de J'aime l'argent, où Ryan Jenkins tenait la vedette, a été déprogrammée. Derrière leur rêve de gloire et de dollars, ni lui ni Jasmine Fior n'ont trouvé ce qu'ils cherchaient au fond le plus, l'amour. Le 3 décembre 1999 au matin, dans la très chic et très secrète principauté de Monaco, les pompiers découvrent un corps au dernier étage d'un des plus luxueux immeubles de la Côte d'Azur. Le multimilliardaire Edmond Safra gît dans sa salle de bain. L'homme est mort, sans doute victime d'un mystérieux commando. Des affaires de nature criminelle à Monaco, on n'en voit quasiment jamais. Dans la principauté, c'est un coup de tonnerre. Car Edmond Safra n'est pas n'importe qui. Ce banquier d'affaires est à la tête d'une fortune estimée à 6 milliards de dollars. On est chez les super riches, pas les riches, les super riches. Ce 3 décembre 1999, la police est appelée en urgence. Et sur place, les choses vont se compliquer. Qui progresse dans un terrain miné, où il faut sécuriser au fond chaque centimètre, parce qu'il y a 2 fous avec une mitraillette. Que se passe-t-il dans le luxueux penthouse en feu? Un employé a tout vu. C'est un Américain, Ted Maher. Qui est cet homme? Que sait-il exactement? On sent dans ses yeux qu'il y a quelque chose qui va pas trop bien dans sa tête. Sa présence aurait-elle pu changer le sombre destin du milliardaire? Jamais Monsieur Safra et Viviane Torrent n'auraient dû mourir ce jour-là. Jamais. Retour sur l'histoire criminelle qui a fait vaciller la plus secrète des principautés, celle du multimilliardaire Edmond Safra. Veillé par son infirmière de nuit, aux premières heures de ce 3 décembre 1999, la première fortune de Monaco dort profondément dans son palais de marbre. 20 pièces, 1000 mètres carrés de dorures, de meubles anciens et d'œuvres d'art. Aux 2 derniers étages de la Belle Époque, cet immeuble art déco de l'avenue d'Ostende, surplombant la Méditerranée. Philippe Dupuis est journaliste à Nice Matin. Ce 3 décembre 1999, il est le premier à arriver à la Belle Époque. La Côte d'Azur et ses milliardaires, un monde qui n'a plus aucun secret pour lui. On est chez les super riches, pas les riches, les super riches. Il y a peut-être 200 familles qui vivent comme ça dans le monde entier. C'est-à-dire que pour ses 50 ans, sa femme lui a offert un jet privé. Voilà, c'est de cet ordre-là. C'est un train de vie absolument fastueux, au-delà de ce qu'on peut imaginer même. Ils entretiennent à Monaco 7 infirmières, une dizaine de gardes du corps, des chauffeurs. La femme d'Edmond Safra, Lily, dort elle aussi dans l'autre aile du luxueux duplex.
Depuis que son mari est atteint de la maladie de Parkinson, chacun a repris son intimité. D'ordinaire, Samuel Cohen, le garde du corps du multimilliardaire, serait parmi eux. Mais c'est son jour de repos. Ce n'est pas un problème. Le bunker du multimilliardaire est truffé de systèmes de protection à faire pâlir James Bond. Alarme directement reliée à la police, sas de sécurité entre chaque pièce et 15 caméras. Pourtant, un événement inhabituel vient soudain perturber cette vie réglée comme du papier à musique. Vite! Vite! Il est 4h45 du matin, lorsqu'un autre des infirmiers de garde, Ted Maher, réveille son patron en sursaut. Vite! Vite, monsieur Safra! Viviane, mettez monsieur à l'abri. Il y a des hommes armés dans l'appartement. Un commando armé s'est introduit dans la forteresse du milliardaire. Impensable. Et pourtant, l'homme d'affaires se rend vite à l'évidence. Ted Maher, son infirmier américain, est bel et bien blessé. Et les agresseurs sont peut-être toujours dans les parages. Que lui veulent-ils? Et s'il s'agissait d'une prise d'otage? Car à 67 ans, Edmond Safra, l'une des plus grosses fortunes mondiales, constituerait une monnaie d'échange inestimable. N'écoutant que son courage, Ted Maher les met à l'abri dans la salle de bain et sort donner l'alerte. Mais avant de descendre, il a une idée ingénieuse. Pour s'assurer que les alarmes se déclencheront bien au commissariat central, il met le feu à une corbeille à papier qu'il place sous un détecteur de fumée. Une fois dans le hall, face au concierge, il tente comme il le peut d'expliquer la situation. Sandrine Seton est l'une des avocates de l'affaire. À l'époque, elle n'a que 5 ans de métier et elle va mettre un point d'honneur à n'en négliger aucun détail. Lorsqu'il arrive donc en sortant de l'appartement au pied de l'immeuble où se trouve le gardien, Ted Maher va dire qu'il a été blessé par balle. Donc, quand il arrive là, il dit « il y a 2 agresseurs armés. Je me suis échappé, il faut tout de suite aller sauver M. Safra et Mme Torrent. J'ai déclenché l'alarme incendie pour que tout le monde vienne au secours. » À l'arrivée de la police, la confusion est totale. Il leur faut gérer un homme blessé et un milliardaire doublement menacé par 2 hommes encagoulés et par les flammes. Car entre-temps, la petite poubelle à papier incendiée par l'infirmier s'est transformée en véritable brasier. Le toit est en feu. Et entre un incendie et un commando armé, le choix des policiers est vite fait. Que fait la police? Elle investit l'immeuble étage par étage pour retrouver d'éventuels agresseurs. Et pendant ce temps-là, elle empêche les pompiers de pénétrer dans l'immeuble. Ils essayent de sécuriser un étage après l'autre. Et une des explications, même l'explication principale de la lenteur de la police et des services du feu monégasque, c'est qu'ils pensent qu'ils progressent dans un terrain miné où il faut sécuriser au fond chaque centimètre parce qu'il y a 2 fous avec une mitraillette qui vont arroser chaque apparition. Miraculeusement, Lily, la femme d'Edmond Safra, qui dormait dans l'autre aile du bâtiment, réussit à échapper aux flammes. Une fois en bas, elle tente de joindre son mari sur son téléphone portable. Et contre toute attente, il décroche. Elle va donc appeler son mari en lui disant « Sors, sors, il n'y a personne ». Elle-même est sortie toute seule de ses appartements sans rencontrer le moindre policier, la moindre personne. Et ça ne va interpeller aucun policier en bas. Ils ont laissé Madame Safra seule sortir, arriver jusqu'au bas de l'immeuble, mais eux ont encore peur de monter. C'est quand même extraordinaire. Cloîtré dans sa salle de bain, Edmond Safra ne sait plus à quel saint se vouer. Sa femme ou la police? Car si les secours ne sont toujours pas montés le chercher, c'est bien que le danger menace. Le milliardaire est persuadé que le discours rassurant de sa femme au téléphone lui est dicté par les ravisseurs. Il préfère jouer la prudence. Il annonce à Lily qu'il ne sortira que si les policiers viennent le chercher en personne. Mais les agents sont bien trop occupés avec Samuel Cohen, le responsable de la sécurité du milliardaire, qui vient d'arriver à la rescousse de la Léopolda. L'homme de confiance d'Edmond Safra a beau leur expliquer qu'il a un double des clés et qu'il peut les guider à travers les 20 pièces du blocos, il refuse sa collaboration.
Les services de police, d'une part, lui interdisent de monter dans les étages, alors qu'il dit « j'ai les clés, je sais où se trouve la chambre de M. Safra, et mon rôle, ma mission, c'est de mourir le cas échéant pour mon patron ». Les services de police vont interdire à Samuel Cohen de monter. Il va arriver à tromper leur vigilance, il va monter dans les étages jusqu'à l'appartement, et là, d'autres policiers vont le mettre à terre, vont le menotter et vont l'interpeller. Et puis on le ceinture et on le plaque au sol. Alors il dit « oui, messieurs, je suis le garde du corps ». Alors, on lui demande d'en justifier. Et puis, probablement, il avait une tête peu monégasque. Un Israélien, il avait une tête sémite. Qu'est-ce que c'est, ce type basané qui veut monter? Ennemi ou ami? Il est environ 7 heures du matin lorsque les pompiers, faisant fi des consignes de la police, parviennent enfin, depuis le toit, à pénétrer à l'intérieur du palais. Il leur aura fallu 2 heures pour fracturer un seul volet blindé. 2 heures de trop. En arrivant dans la salle de bain du milliardaire, ils découvrent 2 corps inertes, ceux d'Edmond Safra et de son infirmière. Le rapport d'autopsie révèle une information troublante. Tous 2 sont morts par asphyxie. Il n'est fait état d'aucune trace de violence, ni de blessure par arme à feu. C'est l'incendie déclenché par Ted Maher pour sauver son patron qui est seul à l'origine du drame. Pourtant, l'infirmier reste formel. Il a bel et bien croisé 2 hommes encagoulés et armés qui lui ont tiré dessus. Un commando dont on n'a jamais retrouvé la trace. La police s'achemine vers l'hypothèse criminelle. Une information judiciaire est ouverte pour homicide volontaire. Qui en voulait à Edmond Safra? Dans la petite principauté monégasque, comme dans la communauté financière internationale, la mort de l'homme qui valait 6 milliards de dollars fait déjà l'objet de toutes les spéculations. La success story d'Edmond Safra démarre en 1932 de l'autre côté de la Méditerranée. C'est à Beyrouth, au Liban, qu'il voit le jour au sein d'une famille de juifs séfarades pratiquants, qui a bâti sa fortune en finançant des caravanes de chameaux. Il a 17 ans lorsqu'avec ses 5 frères et sœurs, ses parents l'entraînent à la conquête du monde. Direction l'Italie, où il fait ses premières armes dans une petite société de négoce de Milan, avant de poursuivre son apprentissage au Brésil. C'est comme banquier qu'on le retrouve à Genève en 1956. Il a tout juste 24 ans. Sa voie est tracée. 10 ans plus tard, il a l'idée de créer sa propre banque, cette fois à New York. Et il fait fortune. Plusieurs succursales écloront à travers le monde. Genève, mais aussi Luxembourg ou encore Monaco. Elles sont un peu, dit-il, les enfants qu'il n'a jamais eus. Edmond Safra est multimilliardaire quand en 1976, à 44 ans, il trouve enfin l'amour sous les traits de Lily Watkins. Cette Brésilienne de bonne famille, maman de 2 enfants, a déjà connu à 38 ans 3 mariages et 2 enterrements. C'est avec Lily qu'à la tête d'une fortune désormais pharaonique, Edmond Safra se retire sur la Côte d'Azur. Monte-Carlo, mais aussi Villefranche-sur-Mer, où il fait l'acquisition de la villa réputée la plus chère du monde, la Léopolda. La voici, 2700 mètres carrés d'or et de marbre, au cœur d'un parc de 10 hectares. Un palais estimé à 500 millions d'euros, qui a accueilli les chefs d'État du monde entier. La plus belle chose au monde, parce que le lieu, parce que les parcs, parce que les jardins, parce que les œuvres d'art, parce que les enchaînements de marbre, parce que les toiles de maître en guise de tapisserie, enfin, quelque chose de totalement exceptionnel. Au point que j'étais rétif à y aller, parce que je disais, non, moi, chaque fois que je viens chez toi, je rentre à la maison, le sentiment de vivre dans un clapier en banlieue, ça me décourage. La Léopolda coûte environ 2 millions à l'époque, 2 millions de francs par mois à faire tourner entre les jardiniers, les concierges, enfin voilà. C'est de cet ordre-là. La personne qui faisait les chèques pour le personnel, à l'époque, faisait un chèque tous les mois de 2 millions de francs. La Léopolda est une PME à elle seule. Pas moins de 27 vigiles, jardiniers, maîtres d'hôtel et femmes de chambre en assurent le fonctionnement. Mais ce n'est pas tout. Le richissime banquier est escorté en permanence par un impressionnant service de sécurité.
Sa fortune démesurée et ses liens privilégiés avec l'État d'Israël l'auraient rendu paranoïaque. Quand il y avait une soirée à la Léopolda, les voitures étaient arrêtées, il y avait fouille des hommes en armes avec des mitraillettes. C'était ce genre-là, quoi. Et donc ça pouvait un peu choquer quelques invités. Edmond Safra aurait certainement mérité de profiter de cette vie mirifique encore longtemps. Mais le destin va en décider autrement. À 56 ans, atteint de la maladie de Parkinson, le multimilliardaire prend le parti de se retrancher à la Belle Époque, dans son duplex blindé de la principauté à l'inviolabilité légendaire. Qui pouvait bien en vouloir ce 3 décembre 1999 à ce brave retraité de 67 ans handicapé par la maladie? Comment de dangereux individus ont-ils réussi à déjouer les systèmes de sécurité réputés infaillibles de la principauté monégasque? Pourquoi la police a-t-elle empêché les pompiers de faire leur travail? L'homme le plus riche de Monaco vient de mourir dans d'étranges circonstances à l'intérieur de son luxueux duplex de l'avenue d'Ostende. Et les rumeurs les plus folles circulent déjà. Dans la Vox Populi vont effectivement émerger tout un tas de théories donc, du complot. Alors il faut dire que la personnalité de M. Safra s'y prêtait également. Il y avait eu un dossier peu de temps auparavant avec American Express où il y avait eu un litige financier très important. On a dit que c'était la mafia russe. À une certaine époque, il avait dénoncé les détournements de fonds du FMI par la mafia russe. Et donc on s'est dit peut-être une vengeance de la mafia russe. Il y avait aussi la thèse palestinienne, puisqu'il était proche du pouvoir israélien. Un foisonnement d'hypothèses qui n'épargne pas non plus Lily, la veuve d'Edmond Safra. 30 ans auparavant, elle a déjà perdu son deuxième mari, Freddy Monteverde, dans d'étranges circonstances. L'homme d'affaires avait été retrouvé mort dans son lit, abattu d'un coup de revolver. Un drame classé en suicide qui avait fait d'elle l'héritière de sa fortune, estimée à près de 200 millions d'euros. On prétend qu'elle aurait obtenu bien mieux encore de son quatrième mari, Edmond Safra. Il avait modifié son testament quelques jours avant en faveur de sa femme Lily. Évidemment, il y a un héritage fabuleux à la clé. Hein. Il a été évalué entre 5 et 10 milliards de dollars de l'époque. Des rumeurs balayées par son avocat. C'est précisément lui qui a réglé la succession du milliardaire. Son testament, je sais parfaitement quand il a changé, puisque j'étais là avec d'autres avocats et des notaires. Il a changé des mois et des mois avant la mort imprévisible. Et il a légué la moitié de sa fortune à sa femme, il n'a pas d'enfant, sa femme, et la moitié à sa fondation. Voilà. Et naturellement, ça fait plus mystérieux de dire le jour même, il change de testament. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel complot? Quels intérêts? Et puis pourquoi Lily aurait-elle fait assassiner l'homme qui partageait sa vie depuis 23 ans et dont les jours étaient comptés? La police n'a d'ailleurs jamais accordé le moindre crédit à ces commérages et l'épouse du milliardaire a été mise hors de cause. Les enquêteurs acquièrent malgré tout une certitude. Celui qui est arrivé à entrer connaissait la maison et en avait les clés. Les caméras de surveillance n'ont pas révélé de présence suspecte et aucune trace d'effraction n'a été constatée dans l'immeuble. À l'hôpital de Monaco, Ted Maher, escapé de l'attentat, s'est remis de ses blessures et justement, ce sont elles qui intriguent à présent les enquêteurs qui viennent l'interroger. Contrairement à ce qu'il a affirmé, elles ne lui ont pas été infligées par une arme à feu, mais par une arme blanche. Plus étrange encore, les médecins ont relevé des traces d'anesthésiants sur les différentes plaies. Mais ce qui les intrigue au-delà de tout, ce sont les vêtements que l'infirmier portait le jour de l'agression. Ils ne comportent pas la moindre entaille. Ted Maher a donc menti. 4 jours après le drame, à sa sortie de l'hôpital, l'Américain est placé en rétention judiciaire. L'équivalent monégasque de la garde à vue. Et il avoue, il a tout inventé. Certes, c'est bien lui qui a mis le feu pour déclencher l'alarme, mais ce commando dont personne n'a trouvé la trace n'a jamais existé. Qui a alors blessé Ted Maher? D'où proviennent ces coups de couteau qui lui ont perforé l'abdomen et la cuisse?
Pourquoi l'infirmier a-t-il menti à son patron puis à la police? Quel homme se cache vraiment sous la blouse blanche de Ted Maher? C'est un grand gaillard, hein, bien bâti, beau garçon, des yeux clairs magnifiques, et en même temps, un regard qui interpelle. Un regard qui vous dit, tiens, il y a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond. Et en même temps, un garçon timide, docile, gentil, courtois. Certainement pas un criminel, en tout cas. C'est un peu Dr Ted et Mr Maher. Hein. On sent dans ses yeux qu'il y a quelque chose qui va pas trop bien dans sa tête. Il a des traumas qui sont sans doute importants. Ancien béret vert de l'armée américaine, ouvrier du bâtiment, employé de casino, Ted Maher a exercé tous les métiers. Il est infirmier lorsqu'il fait la connaissance à New York de sa seconde épouse, Heidi. Mais avec son maigre salaire et 3 enfants à charge, difficile pour le couple de toujours joindre les deux bouts. D'autant que Ted Maher est lourdement endetté. Ils ont un procès avec un voisin, un litige stupide de voisinage, mais litige qui lui coûte énormément d'argent en frais d'avocat aux États-Unis. C'est un concours de circonstances à peine croyable qui va le sortir de cette impasse. Nous sommes en juin 1999, 6 mois tout juste avant le drame. Et ce jour-là, enfin, la chance va lui sourire. Lorsque Ted Maher donc, travaillait en milieu hospitalier aux États-Unis, la fille de Madame Safra, si je ne m'abuse, doit aller à l'hôpital et elle va y laisser par inadvertance un appareil photo. Maher va faire beaucoup de recherches et va effectivement tomber sur la fille de Madame Safra, à qui il va restituer cet appareil photo. Et je dirais que là, premier effet de gloire, on va dire, il sera chaleureusement remercié, etc. Et c'est comme ça, en fait, que naît le lien. On va lui proposer de faire partie du staff des infirmiers de M. Safra. À Monaco, à plus de 6000 km de New York, Ted Maher est certes loin de sa famille. Mais il est nourri, logé et blanchi, et surtout, il perçoit 600 $ par jour pour s'occuper avec d'autres infirmiers du milliardaire parkinsonien. C'était le job de sa vie, c'était celui qui pourrait lui permettre de sortir de ses ennuis financiers. Il avait vraiment, semble-t-il, un grand amour paternel quasiment pour M. Safra. Un tableau idyllique sur lequel va bientôt se profiler une ombre, celle de Sonia Erkrat, l'infirmière en chef du milliardaire. Elle occupe une grande place dans la vie d'Edmond Safra, une place que Ted Maher convoite. Il voudrait devenir aussi indispensable qu'elle aux yeux de son patron, et il va trouver une solution pour y parvenir. Il avait peur que Sonia l'évince, parce qu'il avait réussi à avoir des liens privilégiés avec M. Safra, une bonne relation, et que manifestement Sonia souffrait parce qu'elle avait le rôle, en tout cas, de, bien entre guillemets, un petit peu celle qui chapeautait le staff donc des infirmiers, et qu'il y avait manifestement une jalousie qui s'était créée. Et il est parfaitement évident que Ted Maher se sentait en danger par rapport à son poste du fait de Sonia. Manifestement, entre ces deux personnages-là, il y avait une tension terrible et aucune affinité. Ils vivaient en vase clos, loin de leur famille, et il y avait des petites rivalités, des petits conflits de pouvoir. Et voilà que ce jeune Américain, d'après les explications qu'il donnera, mais qui sont pour partie vraies, éprouve le besoin qu'on le distingue, qu'on l'aime. Nous avons tous besoin qu'on nous aime, mais chez certains d'entre nous, le besoin est un peu plus vif, plus ardent que chez les autres. Dans ce contexte-là, ce garçon s'est imaginé qu'il allait faire une mise en scène pour se faire valoir auprès de son patron. Qu'a donc imaginé Ted Maher pour conserver son poste? Quel scénario machiavélique a-t-il imaginé pour se rendre indispensable aux yeux d'Edmond Safra? Comment l'infirmier va-t-il parvenir à évincer celle qui lui fait de l'ombre? Et quel petit détail va finalement le trahir?
Cette nuit du vendredi 3 décembre 1999, de 1h à 3h du matin, Ted Maher assure ses 2 heures de veille auprès d'Edmond Safra, seul dans la chambre du milliardaire. Puis il laisse le service à sa collègue pour se reposer dans l'infirmerie attenante. Mais il peine à trouver le sommeil. Il est obnubilé par Sonia, l'infirmière en chef. Elle contrarie toutes les initiatives qu'il prend pour gagner l'estime de son patron. Alors il imagine un scénario pour apparaître comme le sauveur d'Edmond Safra et avoir sa reconnaissance éternelle. Du buffet, il sort un couteau, mais aussi des seringues et une fiole d'anesthésiant. Puis il s'installe confortablement, soulève sa chemise et s'injecte une dose de liquide dans l'abdomen et la cuisse. Le liquide a fait son effet, il ne sent plus rien à présent. Il se poignarde une première fois, puis une deuxième. Pour faire plus vrai encore, il s'écorche aussi le visage avec du papier de verre. Puis, péniblement, à l'aide d'une bougie odorante, l'Américain enflamme un papier dans une corbeille qu'il prend soin de placer sous le détecteur de fumée afin de provoquer l'alarme. En sang, il sort prévenir son patron et Viviane, l'infirmière qui le veille dans sa chambre. Vite, vite, monsieur Safra. Mettez monsieur à l'abri. Il y a des hommes armés dans l'appartement. Il explique qu'un commando s'est introduit dans leur palais. Et les hommes sont armés. Ils lui ont tiré dessus. Pour preuve, ces traces de balles qui l'ont atteint à la cuisse et à l'abdomen. Mais n'écoutant que son courage, l'infirmier américain trouve encore la force de pousser ses protégés dans la salle de bain pour les mettre à l'abri. Ne bougez surtout pas. Leur dit-il avant de refermer la porte. Je descends prévenir les secours. Tout s'est déroulé comme prévu, à un détail près. Les pompiers, bloqués au pied de l'immeuble par les policiers monégasques, vont mettre 2 heures à atteindre le milliardaire, pris au piège par l'incendie déclenché par Ted Maher pour les alerter. 2 heures de trop. Lorsqu'ils franchissent le seuil de la salle de bain, Edmond Safra ne respire plus. Il est mort, asphyxié, intoxiqué par le monoxyde de carbone. Son bunker est devenu son tombeau. À ses côtés, les pompiers découvrent le corps de son infirmière, fidèle jusqu'à son dernier souffle. Jamais Monsieur Safra et Viviane Torrente n'auraient dû mourir ce jour-là. Jamais. Il y a manifestement un manque de coordination totale des services. Personne ne sait ce qu'ils doivent faire, personne ne se coordonne et on en arrive à cette catastrophe. Le procès de Ted Maher s'ouvre le 21 novembre 2002 au tribunal criminel de Monaco. Un événement exceptionnel dans cet écrin pour milliardaire, plus célèbre pour son palais princier que pour son palais de justice. C'est extraordinaire au vrai sens du terme, dans la mesure où le tribunal criminel de Monaco ne s'est réuni que très peu de fois, parce qu'effectivement, des affaires de nature criminelle à Monaco, on n'en voit quasiment jamais. Dans cet édifice aux allures de chapelle, où le dernier crime par arme à feu a été jugé en 1986, c'est une grand-messe très médiatique qui va être servie 10 jours durant, sous l'œil des journalistes du monde entier. Le procès de l'affaire Safra, c'est le procès du siècle à Monaco. C'est, comme a dit un avocat américain, c'est le grand prix de Formule 1 des procès, quoi, à Monaco. Nous avons le bâtonnier Bonan de Genève, et nous avons également Maître Kiechman. Ça donne déjà un petit peu le ton. Il y a Madame Lily Safra, qui est également un personnage. C'est une très jolie femme qui a une classe extraordinaire, qui tous les jours arrivera dans un petit tailleur Chanel impeccable, avec un brushing parfait. Mais celui que tout le monde attend, c'est Ted Maher. Celui qui, le 3 décembre 1999, au petit matin, a exécuté ce plan diabolique qui devait faire de lui un héros. Il dit « Jamais je n'ai voulu, évidemment, attenter à sa vie. Je n'aurais jamais imaginé que le feu que j'ai mis là pour donner l'alarme puisse se répandre et que la police et les gendarmes mettent 3 heures pour arriver à l'intérieur de l'appartement. » C'est bien ce que va plaider l'avocate de l'infirmier. Qui est coupable de la mort d'Edmond Safra et de son infirmière? Ted Maher qui a mis le feu qui était à l'origine destiné à les sauver? Ou la police qui a empêché les pompiers de l'éteindre?
L'explication n'a pas été donnée, mais les questions ont été posées durant tout le procès, et tant à la défense de M. Maher que de l'autre côté, sur le banc des parties civiles, tout le monde a pointé du doigt le défaut d'intervention des services. Lundi 2 décembre 2002, 3 ans après les faits, le verdict tombe. Après 2h30 de délibération, Ted Maher est reconnu coupable d'avoir, par le feu qui s'est communiqué à un immeuble, causé le décès de 2 personnes. L'infirmier américain est condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 80 000 € à titre de dommages et intérêts. Pour la police d'élite monégasque, l'honneur est sauf. La stratégie de la défense destinée à la mettre en cause a échoué. Ultime rebondissement. Le 22 janvier 2003, Ted Maher arrive à s'échapper de la prison de Monaco, l'établissement le plus sécurisé du monde. Il est donc sur le sol monégasque, en plein milieu de la nuit, ne sachant pas quoi faire. Il va, par 2 fois, trouver sur son passage des policiers monégasques, qu'il va saluer poliment. Il continuera son chemin jusqu'à Nice, parce qu'il a l'espoir de pouvoir demander asile au consulat des États-Unis à Nice. Arrêté à Nice, Ted Maher écope d'1 an de prison supplémentaire. Depuis sa libération, Monaco a retrouvé sa sérénité, et lui, son Amérique natale. Lily Safra a elle aussi déserté la principauté, laissant derrière elle la Léopolda, mise en vente pour 500 millions d'euros. Reste le souvenir des 25 années de bonheur qu'elle a partagées avec son mari Edmond Safra.